Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'apprendre à aborder un contrôle, à avoir une bonne gestion de ton temps et de tes actions lors des évaluations. Cette méthode se veut la plus généraliste possible, c'est-à-dire qu'elle est censée marcher à la fois pour un petit contrôle de connaissances en classe, mais aussi pour un contrôle de plus grande importance qui reprendrait toute une séquence, plusieurs séquences, voire même pour un examen national comme le brevet. Cette méthode part du principe que tu arrives au contrôle avec une certaine base de connaissances. Pour ça, je te renvoie à ma méthode sur comment réviser avant un contrôle, déjà présente sur la chaîne. La méthode se décompose en 5 petites astuces que je vais détailler avec toi pour t'aider à bien préparer tes contrôles et surtout à bien le gérer une fois devant ta copie. Pour l'astuce numéro 1, je l'ai nommé parcourir le sujet dès le début de l'épreuve. En effet, un réflexe que très peu d'étudiants ont, c'est de lire le sujet, au moins en travers, en début d'épreuve. C'est-à-dire que le premier réflexe que tu dois avoir, quand on te donne la copie du sujet, c'est déjà de mettre ton nom sur la copie, et ensuite de le lire en travers. Tu vas avoir deux tâches lors de cette lecture, ça va être tout d'abord d'identifier les exercices qui valent des points, et ensuite identifier les exercices où tu es confiant. Je m'explique. Les exercices qui valent des points, bien souvent dans les contrôles on te donne les barèmes, eh bien tu peux aller repérer quels exercices valent beaucoup de points sur la note, voire même, si ça t'est détaillé, quelles questions valent beaucoup de points sur la note. Tu peux les différencier du reste en mettant pourquoi pas une pastille de fluo à côté, en fluotant juste à côté, en mettant un point de couleur, peu importe, l'idée est que ce qui rapporte beaucoup de points doit être mis en évidence sur ton sujet. Ensuite, tu vas pouvoir identifier les exercices où tu es confiant, c'est-à-dire que pendant la lecture, tu vas pouvoir regarder globalement quelles sont les notions abordées dans tel ou tel exercice, et tu vas très certainement te rendre compte que tu es plus à l'aise avec certaines notions et donc tu seras potentiellement plus à l'aise avec l'un ou l'autre des exercices. Tu peux aussi te noter les exercices où tu vas te sentir plus à l'aise d'une pastille d'une autre couleur. Le but de tout ça, ça va être de maximiser ton ratio de points gagnés par minute. Un contrôle étant limité dans le temps, tu n'as pas tout le temps que tu souhaites pour réfléchir, et donc dans l'éventualité où tu ne pourrais pas aller au bout du contrôle, l'idée c'est d'avoir pris le plus de points possible avant la fin du temps imparti. L'astuce numéro 2, elle concerne plutôt l'organisation lors de l'épreuve, une fois que tu es lancé. Elle prend pour base d'ailleurs le fait que tu as d'abord parcouru le sujet avant de commencer. Donc, la première chose à faire, ça va être de commencer par les exercices où tu es à l'aise. Premièrement, ça va te mettre en confiance, puisque si tu es à l'aise avec ces notions-là, tu vas probablement répondre à plus de questions, tu vas te sentir tout simplement en confiance du fait que tu vas donner des bonnes réponses, et ça va te faire une base de points, puisque tu vas savoir que tu as correctement répondu. Ensuite, il te reste à faire les autres exercices où tu es moins à l'aise en prenant ton temps, et tout particulièrement pour les passages où tu as précisé qu'il y avait de gros points à prendre. Donc imaginons une question totalement au hasard qui vaudrait 4 points sur la totalité du contrôle, et bah c'est beaucoup de points, donc tu passeras du temps sur cette question-là. Il faut viser les plus gros points. Ton but, c'est toujours de repartir avec la note la plus élevée possible. Enfin, tu vas pouvoir finir en tentant une réponse à toutes les questions. Une question auquel tu n'aurais pas répondu, auquel tu n'aurais pas proposé de réponse, c'est une mauvaise chose. L'idée étant que dans toutes les matières, et si je prends le cas de ma matière qui est la physique-chimie, parfois juste donner un mot-clé, rappeler une formule potentiellement, même si tu ne l'exploites pas, même si tu n'as pas le temps de faire quelque chose, eh bien ça peut d'ores et déjà te rapporter des points. Et on pourrait se dire que mettre une formule qui ne me rapporterait que 0,5 points sur une question, ça ne me sert à rien, et bah il faut se dire que c'est toujours 0,5 points de prix. Et petit point par petit point, demi-point par demi-point, et bah entre quelqu'un qui n'aurait pas pris le temps de tenter une réponse à toutes les questions et quelqu'un qui le fait, et bah peut y avoir plusieurs points d'écart à la fin. Donc toujours tenter une réponse, même si elle est fausse, à toutes les questions. L'astuce 3 va te parler plus précisément des consignes. Il va falloir en maîtriser la teneur, et pour ça, il faut connaître les différents verbes d'action. La plupart des consignes en comportent un, ça peut être lister, comparer, calculer, décrire, etc. Et chacun de ces verbes va te demander une action précise. Un
une réponse, ça va appeler une réponse précise. Pour cela, je te mets dans la description un document de l'Académie d'Aix-Marseille qui te détaille tous les verbes d'action que l'on utilise dans différentes matières. Et je vais prendre deux exemples que j'ai mis dans la liste qui sont comparer et décrire. Ce sont des verbes qui peuvent paraître assez flous comme ça, mais qui en réalité demandent une tâche qui est extrêmement précise. Comparer, ça va être chercher des points communs et des différences, et décrire, ça va être permettre à quelqu'un qui ne lit pas le sujet de quand même comprendre ce que toi tu vois et ce que toi tu as lu. Ça peut paraître bête, mais ne pas comprendre ces verbes d'action et ne pas comprendre ce qu'ils appellent comme réponse, c'est d'ores et déjà perdre des points puisque tu n'auras pas forcément compris ce que la question te demande. Ensuite, une fois que tu maîtrises tes verbes d'action, il va falloir identifier les données à extraire et les connaissances à mobiliser. Imaginons qu'on te demande, je ne sais pas, de calculer une vitesse, eh bien il faut se poser la question de la vitesse de quoi? Euh, et pour ça, il va falloir aller chercher des données potentiellement dans un texte, ou potentiellement dans les connaissances que tu as déjà, te rappeler les formules correspondantes, te rappeler les définitions correspondantes pour pouvoir répondre à la question. Pour ça, tu peux parfaitement utiliser du brouillon, c'est-à-dire que quand tu attaques une nouvelle question, on te demande de t'attaquer au cas de quelque chose, et bah tu peux regarder dans les documents et extraire toutes les données qui sont relatives au sujet que tu es en train d'aborder. Tout cela, ça va te servir à formuler une réponse en conséquence de la question qui t'est posée. On te demande un verbe d'action qui va appeler une forme de réponse particulière, et cette question concerne toujours une liste de données ou des connaissances que tu dois mobiliser, et c'est elle que tu dois appeler très précisément. Utiliser d'autres données ou d'autres connaissances, eh bien ça ne te rapportera pas de points. L'idée, si tu fais ce petit travail d'analyse des questions, c'est que même si tu maîtrises ton sujet, eh bien tu peux te retrouver à repartir avec toutes les questions avec seulement la moitié des points si tu n'as pas correctement compris la consigne. Donc ce travail d'analyse, il est essentiel. Astuce numéro 4, il va falloir que tu tentes de rendre ta copie agréable. Premièrement, tu dois avoir une mise en page propre, surtout si c'est sur copie libre. Certains sujets sont à remplir directement sur la copie, auquel cas le problème ne se pose pas. Mais si c'est sur ta propre copie, veille à avoir une mise en page propre, c'est toujours plus agréable pour la personne qui te lit. Ensuite, tente de mettre le moins de blanco et le moins de ratures possible. Si tu veux réfléchir et tenter des formulations à côté, utilise une feuille de brouillon, c'est bien plus propre. Ensuite, si tu as le temps, tu peux mettre en évidence les résultats importants. Par exemple, imaginons que tu sois dans une copie de maths, on te demande un calcul, et bien pourquoi pas fluoter le résultat final ou l'entourer en rouge, pourquoi pas. Ça permettra à ton professeur de tout de suite voir où est le résultat, et lui déjà gagne du temps quand il te corrige, et surtout, ça permet de montrer que tu sais où tu t'arrêtes, que tu sais où tu voulais aller, et que la réponse finale que toi tu as décidé de donner, elle est là. Et du coup, astuce numéro 5, ne pas négliger sa relecture. Il faut toujours garder 5 minutes à la fin du contrôle pour se relire, c'est super important. Dans cette relecture, tu vas devoir vérifier plusieurs choses. Premièrement, relire les consignes au cas où tu n'aurais pas compris correctement une consigne la première fois que tu l'as lue et où du coup tu aurais fourni une réponse erronée alors que tu pouvais donner une réponse correcte. Ensuite, ça va te permettre de vérifier que tu as répondu à tout, comme on l'a dit précédemment. Laisser une réponse blanche, c'est une très mauvaise idée. Donc, si tu te rends compte que tu as sauté une question et que tu n'y as pas répondu, eh bien, ça va être le moment de potentiellement fournir une réponse. Enfin, cette dernière relecture, et c'est là le point le plus important, tu dois tenter d'avoir un regard critique sur ce que tu as fourni. Imaginons, je vais prendre l'exemple de la physique-chimie puisque c'est ma matière, qu'on te demande de calculer la vitesse de quelqu'un qui marche, et que tu réponds que la personne marche à 130 km/h, et ben il va peut-être y avoir un souci. 130 km/h, ce n'est pas une vitesse de marche pour un humain, donc c'est peut-être que tu as fait une erreur. Et ce regard critique, il est très important. Et on ne t'en voudra pas si sur ta copie, à côté du calcul que tu as fait, tu mets une petite phrase au moment de te relire pour expliquer je me rends compte que le résultat est erroné, ce n'est pas une vitesse de marche pour un humain. Eh bien, ça peut appeler aussi de la générosité de la part du professeur. Un professeur sera toujours bienveillant si tu montres que tu sais où tu t'es trompé. Montrer qu'on s'est trompé et qu'on sait qu'on s'est trompé, c'est aussi quelque chose de très positif qui peut être
récompensé par le professeur. Donc toujours avoir un regard critique et notifier quand on se rend compte qu'on a fait une erreur. C'est à peu près tout pour les contrôles et pour la manière dont on va les aborder. Je te souhaite de très bonnes révisions et en espérant que ta prochaine note sera la bonne.